listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Qui paiera la facture verte? Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Vous étiez peut-être déjà là tout à l'heure. Sinon, je me représente, Frédéric Denré, journaliste, en particulier pour le magazine Marianne, où je m'occupe d'environnement chaque semaine. Et je m'occupe de débats verts sous toutes les teintes de vert depuis une dizaine d'années à la SITL. J'ai vu, donc je connais un certain nombre de mes intervenants qui sont à ma gauche, et j'ai vu quelques évolutions avec des sujets qui reviennent, notamment celui-ci. Écologiser, décarboner, rendre compatibles les entreprises du transport et de la logistique avec le monde qui vient. On l'a vu tout à l'heure, un monde à 50 degrés, un monde avec un coût de l'énergie de plus en plus élevé, on le voit bien en ce moment, et se pose la question toujours parce que vous êtes ici, nous sommes ici, moi aussi, pour gagner un peu de sous. Qui va payer tout ça? Je me souviens des débats il y a quelques années à l'occasion de la taxe carbone. Souvenez-vous, j'avais organisé avec toi notamment, Christian, savoir, c'était la même question, qui allait payer le surcoût? Finalement, vous aviez trouvé une solution jusqu'à ce que la ministre de l'époque dise finalement, finalement on oublie, et tout ce que vous avez fait ne compte pas. C'est pas la même chose aujourd'hui, c'est plus le même débat. Qui paiera la facture verte? On va en parler aujourd'hui avec Valérie Clément-Launois. Bonjour, vous êtes directrice générale de la UTF. Tariel Chameroy, juste à ma gauche, vous êtes président de la commission développement durable chez Union TLF et directeur développement durable chez DB Schenker France et Maghreb. Christian Rose, directeur transport et logistique chez CGF. Vous représentez, je vais en revenir au vouvoiement, les grossistes de France. Guillaume de Corzan, vous étiez là l'an dernier avec moi déjà. Vous êtes sous-directeur des services marchands à la DGE, on va dire Bercy, pour faire court. Et Clément Molison, vous êtes délégué général de l'AVER France. Derrière cette question, qui paiera la facture verte? C'est un peu toujours la même tarte à la crème de qui de l'œuf ou de la poule, qui entre les chargeurs, les transporteurs, les intermédiaires vont payer la facture verte. Les transporteurs disent que c'est les chargeurs disent que c'est les transporteurs. Valérie Clément-Launois, pour cadrer le débat, comment vous voyez les choses? Vous, est-ce que la question mérite encore d'être posée, ou on sait déjà comment va se répartir le surcoût lié, on va dire, à l'adaptation au changement climatique? Non, la question vaut d'être posée parce qu'il y a d'énormes enjeux économiques derrière. Moi, ce que je voulais vous dire déjà pour aller sur de façon plus large sur le sujet, et on sait qu'on a actuellement une loi cadre qui parle d'électrification et qui va mettre des charges. Voilà, l'article 18. C'est un projet de loi cadre. Tout à fait, un projet de loi cadre qui vise les donneurs d'ordre pour contribuer à l'électrification. Et c'est très important que ce soit les donneurs d'ordre parce que ce sont les chargeurs et les commissionnaires de transport. Et en fait, les chargeurs des entreprises, nous on est des entreprises industrielles, agricoles, de distribution, commerciale. La loi cadre et l'électrification, c'est un moyen parmi tant d'autres de décarboner. Et je vais venir à la répartition des coûts. Et les chargeurs se sont emparés depuis longtemps de la transition écologique, de la transition énergétique et de la décarbonation. On décarbone nos activités au titre du scope 1, on décarbone nos usines de fabrication, nos entrepôts, on fait des économies d'énergie, on traite l'eau, la gestion des déchets, etc. Et on optimise notre production, nos activités. Et je vais y venir ensuite, on arrive sur le transport. Mais tous ces investissements-là sont conséquents, sont massifs. Les chargeurs les font et on les répercute évidemment financièrement, en partie à nos clients, mais de façon contrainte, puisqu'évidemment les entreprises françaises évoluent dans des milieux concurrentiels, internationaux, européens ou mondiaux. En ce qui concerne le transport, il faut avoir à l'esprit que la décarbonation du transport pour les chargeurs, c'est notre scope 3, c'est-à-dire que ce n'est pas notre activité directe, c'est indirect. Et pour cela, on s'appuie effectivement sur nos prestataires de transport avec qui on est très liés. Et ça fait longtemps que les chargeurs y réfléchissent, y participent. La UTF a porté depuis plus de 15 ans Fret 21.
avec tout un accompagnement des chargeurs dans la décarbonation du transport. Et donc, des centaines d'entreprises sont déjà engagées dans la décarbonation du transport en étroite relation avec les transporteurs. Et sur le coût et la façon de décarboner concrètement, il n'y a pas qu'une question de prix. Il y a beaucoup de leviers à la décarbonation. Évidemment que les chargeurs vont l'accompagner en acceptant des augmentations de prix, notamment pour l'électrification. Mais décarboner le transport, c'est en partenariat avec ces transporteurs, faire de l'optimisation, améliorer les chargements, changer les process, verdir les flottes, mais avec des biocarburants, avec de l'électrique. C'est tout un panel de choses. Mutualiser des moyens, optimiser des process. Et tout ça, ça se fait en relation entre les chargeurs et les transporteurs, parce que de toute façon, quand vous avez besoin de matières premières pour produire, et une fois que vous avez produit, vous vendez vos produits, vos transporteurs sont des partenaires avec lesquels c'est du gagnant-gagnant. Certes, mais c'est eux qui doivent acheter des camions électriques 2 fois plus chers. Tout à fait. Alors 2 fois plus cher. Alors là, on y va directement si vous voulez, mais l'achat du camion électrique, c'est l'investissement. On est d'accord. Mais c'est quand même un investissement énorme pour des petites entreprises. Énorme. Mais si vous voulez, une entreprise, quand elle doit investir des sommes monumentales, elle regarde quels sont ses moyens, elle regarde comment elle peut optimiser, comment elle peut se faire aider et comment elle peut répercuter à ses clients pour rester dans le marché. Et aujourd'hui, face au mur d'investissement qui s'impose aux transporteurs, effectivement, il faut les aider, les accompagner, mais c'est un sujet de politique publique. Ce sont des aides d'État, de l'Europe, des banques, de la BPI. Mais en tout cas, ce ne sont pas les chargeurs qui doivent être les banques des transporteurs. Ce n'est pas possible. Sur le sujet du financement et de l'investissement. Prendre en charge une petite partie du surcoût et devenir la banque, il y a quand même un juste milieu. Non, mais on peut accompagner de plein de façons. On peut accepter une augmentation de prix, on peut s'engager sur des volumes, on peut s'engager sur des contrats sur plusieurs années, et les chargeurs le font aujourd'hui. Vous avez animé une table ronde hier qui a bien montré comment ça peut bien marcher quand on est en partenariat entre chargeurs et transporteurs. Quand il y a une relation de confiance établie depuis des années. Bien sûr, mais vous savez, en pratique, c'est comme ça, parce que le transport, c'est la vie quotidienne des entreprises, des chargeurs, j'entends. Et donc, vous avez un problème, vous comptez sur votre transporteur a un problème, il doit pouvoir compter sur le chargeur. On le voit aujourd'hui avec la crise du carburant. Nous, à la UTF, on a dit accueillez avec bienveillance les facturations à la quinzaine, accueillez avec bienveillance les indexations anticipées, parce que c'est la vie au quotidien et il faut arrêter d'opposer les uns et les autres. On va tous devoir contribuer. Moi, je n'oppose mais en tout pas. cas, non, mais en tout cas sur l'investissement. Ce n'est pas possible aujourd'hui de dire ce sont les chargeurs qui doivent porter l'investissement des transporteurs. Chaque secteur de la vie économique doit porter ses investissements. Et les politiques publiques sont là pour aider et accompagner les transporteurs. Et à la UTF, d'ailleurs, on dit qu'il faut encore plus accompagner les plus petits transporteurs dans cette transition et face au mur d'investissement. On va revenir à l'intervention de l'État. Tariel Chameroy, votre point de vue? Globalement, bémol ou tout pareil? Non, je pense qu'on peut accréditer effectivement la question du surcoût lié à la transition énergétique doit être répartie avec les différents acteurs. On peut l'évaluer le surcoût ou est-ce que c'est très bête? Si on rentre directement sur ce sujet, d'abord de quoi parlons-nous? On est devant un mix énergétique. Un mix énergétique qui va des moyens les plus simples liés à l'énergie musculaire. J'aime bien reprendre la cyclo-logistique, évidemment. Alors je prends ce sujet-là parce que finalement il est représentatif de tout ce qui est devant nous et ce que nous sommes en train de faire pour gérer le mix énergétique. Donc on commence par du musculaire et puis on finit par les éléments les plus coûteux qui vont vers l'hydrogène. Et entre-temps, sur tout ça, il y a tellement de solutions qui existent et c'est bien ça l'enjeu des transporteurs, c'est de choisir la bonne énergie liée au bon cas d'usage. Donc pour faire de la courte distance, on peut faire du vélo, on peut faire du VUL électrique, on peut aussi passer vers des biocarburants, différents types de biocarburants, que ce soit B100, HVO. Maintenant, on les identifie bien. Je crois que c'est ça la grande différence. Le gaz est là aussi. Le report modal fait partie aussi de la constellation. Et puis, on évoque évidemment la partie électrique sous ces deux versions qui sont la batterie et l'hydrogène, pile à combustible. Je pense qu'on peut ignorer aucun de toutes ces solutions. On oublie bien souvent, et je voudrais quand même le redire, on oublie bien souvent la question de la sobriété et le grand enjeu de la réorganisation des chaînes logistiques. Est-ce qu'il est utile
d'avoir cette urgence de livraison? Est-ce qu'il est utile de faire des expéditions tous les jours vers le même destinataire? Voilà, plein de questions comme ça qui se posent et qu'on doit gérer de concert. C'est un vieux débat depuis des années Absolument. ici qui n'a toujours pas été réglé. Si, il est résolu au cas par cas. C'est extrêmement minutieux. C'est un donneur d'ordre avec un transporteur et parfois un commissionnaire entre les deux. Et on se met d'accord sur un tas de choses au quotidien et de manière constante à tous les endroits, dans toutes les réunions qui se font entre tous ces partenaires. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de résolu, ça a beaucoup avancé. Maintenant, on met souvent en avant le poids lourd électrique batterie. Et alors pour répondre à votre question, le poids lourd électrique batterie, alors là aussi il y a plusieurs usages, courte distance, longue distance. Le grand changement qui est en train de se faire en ce moment, c'est le tracteur électrique qui traque des semi-remorques de grandes dimensions et de plus grandes dimensions possibles, qui va faire beaucoup de tonnes-kilomètres. C'est ça l'enjeu qui se passe aujourd'hui et c'est une révolution industrielle, je dirais. Nos constructeurs européens sont en capacité de pouvoir nous livrer des véhicules qui changent la donne. On peut faire 600 km d'autonomie. On les avitaille avec des bornes de recharge haute puissance en 45 minutes, le temps de pause, hein, c'est ça l'idée. Et on peut traverser la France et on peut traverser l'Europe. Sur cette partie-là, évidemment, il y a une question de TCO qui se pose. Le poids lourd coûte 3 fois plus cher, l'énergie coûte moins cher. Le TCO est donc l'élément qu'il faut tenir en compte. Et on a des cas d'usage où on se rapproche du TCO du diesel avec... En ce moment, précisément, encore un petit rapprochement lié à ce qui se passe en Iran. Et on a des cas d'usage où il y a un équilibre. On a déjà un équilibre avec, et je pense que la question arrivera assez rapidement, une partie d'aide d'État, une partie d'optimisation pour nous, parce qu'il faut faire rouler les véhicules sur le plus grand tonne-kilomètre, et une question du prix de l'électricité et de sa stabilité. Voilà comment je vois les choses. Plus, allons-y, hein, monsieur de Corzan, plus la Tirouert, qui devient... ça devient quoi déjà? Ça a changé de nom. Hein. Alors, taxe incitative. Alors, après, ce sera l'IRIC, mais là, taxe incitative sur la réutilisation des énergies renouvelables. Il manque dans les transports. Bah oui, le T, on est aussi TL. Merci. Alors, il y a beaucoup de fils à dérouler. Oui, mais l'État aide. Alors, on aide de plusieurs façons. Déjà, oui, il y a un écart de TCO. Je vais donner pas mal de chiffres. Je vais essayer de pas être trop ennuyeux, mais je pense que c'est aussi important. Aujourd'hui, ce qu'on voit, l'écart de TCO, c'est de l'ordre de plus 10 à plus 30% à peu près de l'électrique versus le thermique. Aide incluse. Si on ne prend pas les aides, effectivement, c'est plutôt plus 50%. Juste pour revenir sur ce que Valérie disait tout à l'heure, ce TCO-là, si on le répercute sur toute la chaîne, on publie aujourd'hui une étude sur la trajectoire d'électrification, donc ça s'appelle les thémas de la DGE. On publie une étude sur la trajectoire d'électrification, ce qu'on apporte comme aide et ce que ça veut dire en termes d'impact sur les prix, sur la compétitivité. Même si en 2 ans, on électrifiait la totalité du parc de poids lourds français, ce qui est évidemment pas tenable, et puis c'est pas non plus nécessaire d'ailleurs. Mais même si on faisait ça, le prix de production des activités de transport, ce serait plus 1,5%. Parce que derrière, vous avez forcément d'autres coûts qui sont celui de la main-d'œuvre, de l'organisation, des coûts fixes, etc. Et ça, en le répercutant sur l'ensemble de la production, ça fait plus 0,12%. Et ça, c'est le scénario ultra maximaliste où demain on électrifie tout. Aujourd'hui, on est à 0,3% du parc qui est électrifié en tendanciel sur les 2-3 prochaines années. Donc il n'y a pas vraiment de surcoût finalement. 1. Enfin, en fait, l'enjeu pour un transporteur, c'est énorme. Évidemment, le mur d'investissement, c'est évident, il est colossal à l'achat. Mais si on arrive à, 1, aider, et je vais revenir un petit peu sur les aides, et 2, arriver à répercuter les choses sur la chaîne de valeur, ça peut être relativement indolore, je vais le dire comme ça. Certes, mais ça c'est un calcul de long terme, c'est un calcul théorique. Non. Non, parce que alors le vrai calcul de long terme, c'est que les TCO se croisent et que l'électrique devient plus avantageux. Certes. Donc bientôt en plus, on n'a même plus besoin de mettre des aides de l'État et ça, j'en suis en tant que fonctionnaire responsable très très heureux. Mais par contre, c'est important de le faire maintenant. 200-250 000 euros, il faut sortir les sous et comment aide le transporteur. Absolument. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs. Merci de me rappeler à la question initiale. Il y en a plusieurs sur le poids lourd électrique. Il y a le suramortissement.
qui peut, sur les gros tonnages, aller représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, on en est conscient que sur amortissement, forcément, vous déduisez ça de vos bénéfices. Pour les entreprises pour lesquelles la situation est un peu difficile, c'est pas toujours évident de prendre ça en compte. Par contre, les fiches C2E, elles, qui sont en place depuis 2025, là, c'est très très clair. Ça peut aller sur les gros tonnages jusqu'à 60 000 euros quasiment d'aide à l'invest. Bon, c'est pour les plus gros. J'ai pris évidemment pour l'effet de volume le montant le plus gros. Mais voilà, on va quand même couvrir avec ça une bonne partie de l'invest initial. Juste une petite parenthèse sur ces aides. Si on prend sur la durée de vie, on a fait des analyses, pareil dans ce super théma qui s'il n'est pas déjà en ligne, le sera dans la journée. On a regardé ce que ça donnait, les différentes aides sur différentes énergies alternatives, biocarburant, HVO, électrique, GNV et puis le pas alternatif qui est le diesel. L'électrique aujourd'hui, sur une durée de 7 ans, c'est la 3e énergie la plus aidée. Le B100 est plus aidé, le HVO est plus aidé. Je vous renvoie, enfin vous pourrez voir, c'est plutôt à la fin de l'étude, ça vous obligera à lire tout le reste qui est aussi très intéressant. Mais donc il faut aussi avoir ça en tête, qu'il y a un effort de l'État sur toutes ces motorisations-là pour accompagner, que ce soit voilà, à l'achat ou à l'usage en fonction aussi des énergies qui sont en place. C'est vrai que le B100 est très très aidé de manière que l'on pourrait qualifier parfois de surprenante. Je me contente de décrire factuellement les montants. Et on pourrait considérer que ce sont des subventions qui sont de l'ordre de la maladaptation. C'est un choix politique ensuite. C'est un choix politique pour soutenir certaines filières. Christian Rose, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'on aide suffisamment les acteurs que vous êtes ou on les aide mal ou on n'aide pas ceux qu'il faut? Alors, tout d'abord, rappeler que les entreprises de commerce de gros, en matière logistique, ont 2 casquettes. Sont à la fois chargeurs, et je ne reviendrai pas sur ce qu'a évoqué tout à l'heure Valérie, et ils sont également transporteurs en compte propre, donc ils sont confrontés aux mêmes problèmes que celles auxquelles sont confrontées les entreprises de transport pour compte d'autrui. Ce qui veut dire aussi que les grossistes se posent aussi la question, effectivement, comment je décarbone mes propres flottes, à quel coût, avec un mur d'investissement qui est le même. Et la question qu'on se pose, bien évidemment, comme tout le monde, c'est comment je répercute effectivement ces investissements chez mes clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, très clairement, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on n'est pas arrivé à un seuil, je dirais, de maturité suffisamment élevé où on a au moins un véhicule sur 2 mis en circulation qui est électrique. Donc très clairement, tant qu'on n'arrive pas à ce seuil, à cette asymptote, on va un peu ramer pour y arriver. Hein. On pourrait y arriver quand, si tout va bien? On a un représentant de l'État qui a une stratégie nationale bas carbone, donc on va s'inscrire dans ces objectifs de stratégie bas carbone. Mais dans la réalité du marché de votre métier, on pourrait y arriver quand? On a établi notre propre plan de décarbonation ici fin 2025 au niveau électrification, puisqu'on s'est concentré sur l'électrification, même s'il y a un mix énergétique bien évidemment qui est important de préserver. On arrive effectivement à horizon 2030 au niveau des poids lourds, entre 15 et 25% de poids lourds électriques en activité, dans nos activités au quotidien. Quand on a préparé cette table ronde, moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette question qui paye la facture verte? Tout d'abord, bien évidemment, la question, on ne se la pose que par rapport à l'électrification, puisque c'est là effectivement que les coûts les plus importants sont face auxquels on est confronté. Comme l'évoquait tout à l'heure Valérie, il ne faut pas en déduire effectivement de cette question que toute action de verdissement coûte forcément cher. Ce n'est pas le cas. Quand on optimise, quand on massifie, quand on fait des économies d'échelle, même quand on fait du report modal, on peut payer un peu plus cher facialement, mais il y a des coûts cachés, je dirais des gains cachés qu'il faut valoriser. Donc bien évidemment, donc cette question ne se pose réellement que par rapport à l'électrification du parc de poids lourds et de véhicules utilitaires légers. Et pour revenir sur votre question, qui a décidé d'aller vers l'électrification? C'est pas Ariel, c'est pas Valérie, c'est pas Guillaume non plus. C'est la puissance publique. C'est la puissance publique. On est sur un objet de politique publique, sur une injonction publique. Et on peut se poser... Donc c'est au pouvoir public à payer. Je vais finir. Non, je vais finir. Si on prend l'exemple effectivement de la filière nucléaire, quand la France a mis en place sa filière nucléaire, elle a mis ce qu'il fallait sur la table pour se la payer, sa filière nucléaire. Aujourd'hui, sur la filière de l'électromobilité, on peut se poser la question,
est-ce que l'offre, je parle bien de l'offre, je ne parle pas de la demande, est-ce que l'offre a été suffisamment accompagnée, suffisamment aidée? Parce qu'aujourd'hui, si on constate tous qu'on est en train de faire une chasse à des mesures pour soutenir la demande, ça a été évoqué, le suramortissement, les C2E, demain la tire verte et lyrique, l'article 18 plus ou moins contraignant. Mais tout compte fait, si la demande ne va pas à la rencontre de l'offre, c'est parce que l'offre, à un moment donné, ne répond pas réellement à la demande. C'est ce qu'évoquait Tariel tout à l'heure en disant, voilà, il y a des situations dans lesquelles ça matche parfaitement. C'est vrai que sur de longues distances, un véhicule qui tourne 24-24, il arrive à un TCO peut-être meilleur que son équivalent gazole. Mais il faut qu'il tourne tout le temps. Ce n'est pas le cas dans de nombreuses activités. Et si je prends les nôtres, on fait de la logistique urbaine, très clairement, pour avoir un TCO équivalent à un TCO gazole, je pense qu'il va couler beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'on y arrive. Donc c'est un frein énorme. Il y a aujourd'hui des contraintes, effectivement, en termes d'usage, en termes opérationnels. Et donc très clairement, si aujourd'hui la demande ne va pas à la rencontre de l'offre, c'est peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas encore accompagner davantage l'offre pour qu'elle réponde à les besoins? Et moi, cette question... C'est-à-dire les transporteurs avant tout? Non. Les transporteurs, pardon, les constructeurs avant tout? Je pense que les constructeurs, et il y a aussi tout ce qui est développement des bornes de recharge, je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'offre, où il y a relativement peu d'acteurs. On a 6 constructeurs de poids lourds en Europe, on a quelques fabricants de bornes, on a des fabricants de batteries. Je pense l'exemple des Gigafactory qui ont été bien aidés, bien évidemment, à la fois par l'État et l'effort européen. Mais je pense qu'il faut, de ce fait-là, aller beaucoup plus loin. Pour moi, il est beaucoup plus facile de soutenir l'offre que de soutenir la demande en tant que telle. Et il ne faudrait surtout pas qu'on tombe dans le travers qui consisterait à diaboliser la demande. C'est un peu l'esprit de l'article 18. Est-ce qu'on la diabolise, la demande, à ce point? Vous exagérez, non? Il ne faudrait pas qu'on aille jusque-là. Il ne faudrait pas qu'on reproche à la demande de ne pas faire les efforts nécessaires pour ne pas aller vers l'offre. On est sur une logique de marché concurrentiel. On n'est pas sur une logique de marché, fermé. Très clairement, c'est à l'offre à s'adapter à la demande et pas le contraire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que tout a toujours fonctionné. Maintenant, si on veut changer d'économie, on peut le faire aussi, mais c'est une autre question. Je vous ferai réagir après. J'ai vu M. de Corzon, vous êtes prêt, vous avez déjà dégainé. Clément Molison, l'AVER, déjà, dites-nous à nos amis qui ne vous connaîtraient pas qui vous êtes. C'est déjà très mal. Non, l'AVER France, on est l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. On rassemble tous les acteurs, toute la chaîne de valeur, les constructeurs, acteurs de la recharge, de l'énergie, des services, des collectivités. C'est à peu près 250 adhérents aujourd'hui. Et vous aidez vous-même via les C2E Advenir, vous aidez les transporteurs? Exactement. Depuis 10 ans, on est porteur d'un programme de certificat d'économie d'énergie qui s'appelle Advenir, qui accompagne principalement la recharge. Depuis quelques années, on accompagne pour les transporteurs la recharge au dépôt depuis 2021. Et donc aujourd'hui, nos principales cibles, c'est la voirie, c'est le dépôt et l'aire logistique pour les transporteurs et le résidentiel collectif, que ce soit copropriété ou bailleur social. Comment vous réagissez aux propos qui ont été tenus et à la question posée? Est-ce que déjà la question mérite encore d'être posée? Est-ce qu'on a mal pris le problème par la demande et pas par l'offre? Comment vous voyez les choses? C'est compliqué de réagir à tout ce qui a été dit. Déjà, peut-être premier point, qui paiera la facture verte? Je pense que ce n'est pas tant la question, c'est qu'on doit la payer. Il n'y a pas de choix. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très clairement que notre dépendance aux énergies fossiles, au moindre choc, à la moindre guerre, on l'a vu en 2022, on le voit maintenant en 2026. C'est un choc pétro-gazier qui suit, c'est de l'inflation et c'est notre économie qui en pâtit. À chaque fois, on a l'impression qu'on se laisse avoir, qu'on n'apprend pas de ce qui... On le savait depuis 2022. Et c'est pour ça qu'il faut s'engager sur des réflexions de plus long terme et sur des actions de plus long terme. Là, immédiatement, évidemment qu'il faut trouver des solutions adaptées pour les ménages, pour les entreprises qui sont les plus exposées, pour faire en sorte qu'elles absorbent le plus possible ce choc et qu'on puisse passer ce cap-là. Mais cette guerre, elle ne va certainement pas s'arrêter demain.
on en aura d'autres qui arriveront ensuite. Ah oui. Et peut-être, écoutez, je pense que l'histoire de l'humanité est pavée de guerre. Et si je regarde en 2022, si on avait mis les plus de 7 milliards d'euros qu'on a utilisés pour faire baisser la facture des pots du pétrolier, si on avait mis 7 000 euros pour acheter des voitures électriques, je pense qu'aujourd'hui, il y a 7 milliards, je pense qu'il y a un certain nombre de ménages qui aujourd'hui souffleraient un petit peu plus. C'était une mauvaise aide de l'État, une maladaptation. Exactement. Donc, en gros, c'est à la fois aider immédiatement les personnes, les entreprises qui ont le plus besoin, et pour tous les autres, préparer l'électrification. Nous, sur l'électrification, évidemment, c'est l'objectif de notre association. Donc, je ne vais pas venir ici pour faire la promotion des autres. Mais il y a également les autres carburants alternatifs qui, à court terme, peuvent être une solution. Là encore, il faut penser au plus long terme. Ces énergies ne seront pas disponibles pour tout le monde. Une partie de ces énergies, nous ne sommes pas souverains, comme nous ne sommes pas souverains sur les énergies fossiles. Et donc, passer d'une énergie non souveraine à une énergie non souveraine, c'est s'exposer aux mêmes problématiques. Et je pense aux transporteurs qui visitent ce salon et à qui, de stand en stand, on leur propose une énergie différente. Quand ils sortent de là, ils ne sont pas aidés. Ils ne savent pas où ils vont. Pour un grand transporteur, pour des entreprises qui ont la capacité, c'est ce qu'elles font déjà aujourd'hui, de panacher leur puissance, eh bien, elles testent tout, elles voient ce qui est le plus pertinent, elles adaptent, elles mettent certaines énergies sur certaines distances. Mais tous les autres transporteurs, tous les TPE, PME, et c'est quand même l'essentiel de notre tissu transporteur. Donc c'est eux qu'il faut aider en priorité ? D'une part, il faut les aider, pas forcément en priorité, mais les aider de façon supérieure aux autres, à minima, parce que forcément pour elles, il y a des questions de capacité. On les aide, mais on peut aller encore plus loin. On en a parlé, il y a des certificats d'économie d'énergie, 40, 50 à 60 000 euros. Nous, ce qu'on propose, c'est une surbonification, c'est-à-dire d'aller encore plus loin. On peut essayer d'avoir des mesures spécifiques pour les TPE, PME, qui vont peut-être aujourd'hui acheter un camion. Mais c'est déjà ça, elles vont pouvoir l'utiliser, elles vont s'équiper avec une borne de recharge, elles vont tester, elles vont voir que leurs conducteurs sont extrêmement satisfaits de pouvoir conduire en électrique, ils sont moins fatigués le soir. Peut-être que ça les aidera à féminiser un peu plus le métier, ça les aidera peut-être aussi à garder des conducteurs, parce qu'il y a du turnover dans les entreprises. Je veux vous dire qu'une entreprise, un conducteur qui a l'habitude maintenant de rouler en électrique, quand il va regarder ailleurs, il ne part pas s'il n'y a pas d'électrique. Donc tout ça, c'est d'autres éléments qui permettent aussi de consolider ce passage progressif vers l'électrification. En fait, il faudrait faire baisser drastiquement le coût du camion électrique. Donc faire des achats massifs. Il faut inciter les grands groupes à acheter massivement des... Mais ce serait génial que tout soit pas cher, qu'on ne paye pas le transport, on ne paye pas le camion, on ne paye rien. Mais c'est encore une fois un serpent qui se mord la queue. Donc comment on fait pour inciter les grands groupes de transport ? Il nous faut du volume. Aujourd'hui, il nous faut du volume. Donc, on peut aider l'offre. Il y a déjà énormément d'investissements privés qui ont été faits. Les camions, ils sont là. Il y a encore d'autres camions qui sont déjà prévus sur d'autres tonnages. Donc on peut éventuellement regarder sur l'offre. Mais aujourd'hui, je pense qu'un constructeur de poids lourd, si on lui garantit des volumes, c'est encore plus important que de pouvoir comment on peut lui garantir des volumes ? En faisant en sorte qu'on ait une trajectoire qui sera extrêmement claire au niveau de l'État français, mais aussi au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que les décisions prises il y a 2 ans ne soient pas remises en cause là, et ne soient pas remises en cause dans 2 ans encore, parce que ça, personne ne comprend rien. On a l'impression que tout change et tout est fluctuant. Un peu de stabilité dans un monde instable, je pense que ça fait du bien. Et l'énergie électrique, partout où elle est passée depuis plus d'1 siècle, elle a créé de la stabilité. Donc misons là-dessus. Christian Rose. Oui, l'idée d'avoir une trajectoire, je crois que c'est une très bonne idée. Pour tout le monde, tout le monde en a besoin, et de stabilité. Ça avait été le cas sur la taxe carbone, puis tout d'un coup, la trajectoire, on lui a dit on verra ça une fois. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on reste sur l'électrification, puisque c'est vraiment le cœur du problème, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le risque, effectivement, de créer un boulevard à une concurrence asiatique, chinoise pour être très clair, tout simplement par manque d'impréparation de notre ambition climatique au niveau européen. Quand l'Europe a décidé effectivement de dire que ce sera la fin du véhicule thermique en 2035, il y en a qui se sont frottés les mains de l'autre côté de la planète en disant on a 10 ans d'avance, technologique, on va y aller. Est-ce qu'il y a aussi un retard des constructeurs automobiles ? Fort heureusement, les constructeurs, en tout cas sur la voiture, ont rattrapé. Très clairement, le poids lourd chinois est à nos portes. Il nous tend les bras. Et il sera moins cher que ne le sera un véhicule européen aidé. Mais ça semble inéluctable. Voilà. Comment vous présentez les choses, Christian ? Il va y avoir un appel d'air avec la réglementation. Je crois. Est-ce que vous croyez
logique aujourd'hui que les constructeurs nous disent, et je ne sais pas s'il y en a dans la salle, nous disent, ne vous attendez pas à ce qu'à moyen terme, il y ait de baisse de coût des véhicules électriques. C'est pas normal. L'électromobilité doit permettre effectivement de... C'est une révolution qui doit être gagnant-gagnant pour tout le monde. Si on doit effectivement décarboner, il faut qu'on en tire des avantages économiques, des avantages environnementaux. Et là, on est en train effectivement d'encourager un système qui va nous dire oui, c'est plus cher, il faut que ça reste plus cher. Non, ça ne doit pas rester plus cher, ça doit baisser. Ça doit baisser. La performance opérationnelle doit s'améliorer et le prix doit baisser. Si on veut que ce soit gagnant-gagnant, sinon ce sera un échec économique à la fin. Valérie Clément-Lenoir. Moi, je partage. Et je voulais simplement dire aussi que, pour revenir sur ce que disait Christian, qu'il faut que les approches sur des sujets aussi fondamentaux, sociétaux, etc., ne soient pas franco-français, mais européens. Il faut qu'il y ait une approche européenne. Le déploiement de l'électrification et la trajectoire dont on parle, d'abord, ce que Ariel a dit tout à l'heure, c'est que toutes les entreprises ne peuvent pas décarboner de la même façon et la trajectoire n'est pas accessible de la même façon pour tous les chargeurs et tous les transporteurs. Selon vos flux, selon vos marchandises, certaines marchandises sont même interdites au transport en véhicule électrique. Enfin voilà, il faut veiller à ce que les spécificités de certains flux ou de certaines typologies aujourd'hui, de l'électrique sur de la logistique urbaine, du régional, c'est assez aisé. Sur la matière dangereuse. Voilà, sur la matière dangereuse, c'est pas possible. Et puis sur la longue distance européenne, c'est très compliqué. Tout ça va changer, va progresser, et le coût d'achat et le coût aussi d'installation des bornes de recharge, etc., ce sont des sujets très importants parce que derrière le phénomène d'électrification, il y a des sujets de maillage du territoire et là, les chargeurs sont partants pour prendre aussi leur part dans les bornes de recharge, dans les dépôts. Et là-dessus aussi, il faut qu'on accède aux aides comme les transporteurs, parce que sans nous et sans notre maillage national et voire international à terme... Chargeurs, vous n'avez pas d'aide pour mettre des bornes pour faire du biberonnage pour les transporteurs. Clément. Vous en avez eu pendant des années. Il fallait les prendre quand ils étaient là. Ouais. Ah bah voilà. On peut regarder. Peut-être qu'elles ont eu lieu, mais l'électrification est mise depuis 1 an et demi sur la table d'une autre façon. Et donc je pense qu'il faut regarder vers l'avenir. Enfin, c'est pas une découverte non plus. Vous saviez très bien que de toute façon, tout le monde allait arriver à l'électrification. Oui, mais attendez, les chargeurs, pas plus que les transporteurs, n'ont développé massivement les bornes de recharge, etc. C'est à faire, c'est devant nous, et on va le faire. Mais on peut simplement pas dire que le sujet de la recharge est un sujet transporteur et qui va être aidé, alors que si on dit que c'est un sujet chargeur, il va pas être aidé. C'est tout. C'est juste mon propos. C'est que c'est très collectif et qu'il faut aussi que nous on y participe et qu'on bénéficie des systèmes d'aide lorsqu'ils existent ou qui vont exister. Parce qu'il y a des nouveaux programmes qui arrivent. Je vais vous faire réagir. J'ai encore des questions à vous poser. Mesdames, messieurs, y a-t-il des questions à votre tour ? Essayons d'être interactifs. Si un micro veut bien venir vers vous, il suffit de lever une main. C'est un mouvement très simple et en général, c'est une forêt de mains qui se lève. Là, pour l'instant, vous me faites... Oui, là, j'ai un peu l'air bête. Eh bien, on va continuer. Guillaume de Corzan, est-ce que l'État s'est un peu trompé en ne soutenant pas suffisamment l'offre ? Alors... Je rejoins sur le fait qu'il faut agir sur les deux côtés. Il faut agir sur l'offre et sur la demande. Aujourd'hui, sur l'offre, les constructeurs ont une contrainte au niveau européen qui est exigeante, mais tenable. Et en fait, la façon d'y aller, c'est de leur offrir une forme de visibilité, d'assurer qu'ils vont avoir la demande. Aujourd'hui, un constructeur va se lancer dans le poids lourd électrique, pas parce qu'on va filer des subventions ou des avances remboursables ou je ne sais pas quoi, il va se lancer sur le poids lourd électrique parce qu'il aura l'assurance d'une trajectoire pluriannuelle de chiffre d'affaires qu'il va pouvoir réaliser par rapport à ça. Et je pense que c'est la même chose pour tout acteur économique. Je ne me lance pas sur un sujet parce qu'il y a des subventions, je me lance dessus parce qu'il y a un marché. Donc ce marché, nous, on travaille à le créer à court terme avec cet effet, on va dire, d'amorçage de pompe tant que les TCO sont encore défavorables à l'électrique. Là, j'insiste, en fait, c'est un moment charnière. Il ne faut pas qu'on rate ce virage. Ça commence à décoller.
En termes d'offres industrielles, on est sur une superbe histoire. Du point de vue du ministère de l'économie, c'est génial. Vous avez, en 2025, c'était 2/3 des poids lourds électriques immatriculés en France qui étaient assemblés en France. Enfin, il n'y a pas non plus énormément de segments sur lesquels c'est le cas. Malgré le fait que vous les aidiez peu, si je résume. On aide de la demande et on aborde ça. Christian vous a dit qu'il aurait fallu aider un peu plus l'offre, c'est d'ailleurs ce que disent aussi les constructeurs. Mais encore une fois, l'offre, comment est-ce que, l'aider pour quoi? Pour faire baisser les prix, pour les engager pour engager une décision stratégique d'un COMEX, ce qu'il faut, c'est cette visibilité pluriannuelle. C'est des stratégies qui sont mises en place au niveau de l'Europe, au niveau national avec la SNBC. L'électrification, d'ailleurs, entre parenthèses, je rejoins tout à fait le fait que tout n'est pas électrifiable et ça tombe bien. C'est pas nécessairement l'ambition. La SNBC prévoit en 2030 à près 10% du parc qui serait électrique et à horizon 2050, qui est un peu le point d'équilibre de la neutralité carbone, 78% du parc électrique. C'est-à-dire qu'il reste encore 20% de place pour d'autres énergies, pour les cas d'usage qui effectivement ne seraient pas électrifiables parce que forte puissance, parce que longue distance. Mais par contre, le point où je voulais revenir. En fait, pour que les constructeurs y trouvent leur compte, effectivement, qu'ils viennent, qu'ils fassent cette offre, on travaille sur cette demande qui va les driver, qui va engager leurs investissements. Et comment dire ? Là aujourd'hui, oui, c'est encore cher. Oui, je pense qu'ils font sans doute un peu moins de marge sur un poids lourd électrique que sur un véhicule thermique parce qu'ils ont eu le temps d'amortir plein de choses. Mais justement, regardez les trajectoires de coût de la voiture électrique versus thermique particulière. Il va y avoir des effets d'échelle. Aujourd'hui, un constructeur qui achète une batterie pour équiper son poids lourd, il n'en achète pas beaucoup. Donc forcément, il n'y a pas cet effet de négociation de volume auprès des fournisseurs. Alors que c'est bien ce qui peut arriver, ce qu'on veut arriver à mettre en place justement avec cette espèce de cercle vertueux. On initie cette demande, elle commence à créer de l'offre, les constructeurs continuent à investir sur ces lignes de production. Et on donne toutes les conditions pour que ça bascule et ça basculera d'un coup. Non, mais je dis pas qu'il ne faut pas être vigilant. Il y a une concurrence chinoise qui existe. Oui, la Chine sait produire à moindre coût. Je pense qu'il ne faut pas du tout qu'on s'interdise de regarder des mécanismes de préférence européenne. C'est des discussions qui concernent de manière générale l'industrie européenne, mais qui doivent rester absolument vraies sur le segment du poids lourd électrique. Par ailleurs, oui, et sur cette concurrence, moins les constructeurs européens se saisissent du sujet et plus le décalage avec la concurrence extra-européenne va être fort. Si vous dites bon non, je ferai que du poids lourd électrique en marginal dans mon business plan, vous bénéficierez jamais de ces effets d'échelle que vous pouvez avoir en achetant en gros des batteries. Clément Moulison. Oui, sur la partie concurrence asiatique, c'est un discours qui a été tenu, qu'il est encore un petit peu sur les véhicules légers depuis des années. Mais il n'y a pas de fatalité en la matière. Pour vous donner un exemple très concret, la France a mis en place un éco-score sur les véhicules légers. Oui. Fin 2023, décembre 2023, sur les véhicules électriques immatriculés en France, 44% étaient assemblés en Chine, donc quasiment la moitié. À partir de la mise en place de l'éco-score, et jusqu'à aujourd'hui, c'est 10 à 15% de véhicules qui sont assemblés en Chine. On a la solution. Elle existe. On a même un marché sur lequel ça a fonctionné et sur lequel on l'a mis en place. On ne rattrape pas du retard avec plus de retard. Les Chinois en particulier, asiatiques, mais particulièrement les constructeurs chinois, ont la capacité d'être aidés à la production à peu près partout, d'avoir une planification extrêmement stable dans le temps qui leur permet d'avoir cette prévisibilité et un marché intérieur qui absorbe les coûts. Sur lequel on ne pourra jamais s'aligner. Mettons en place des mesures pragmatiques comme le reste du monde le fait, la Chine, les États-Unis, pour faire en sorte qu'on puisse conserver cette souveraineté technologique, développer l'emploi. Du protectionnisme d'une certaine façon. Oui, on peut dire le mot, mais en tout cas un protectionnisme qui ne soit pas bête et méchant, mais juste là où c'est pertinent, là où on a la capacité demain de pouvoir se battre à armes égales, faisons-le. Et puis au bout d'un moment, mais si les Chinois arrivent à toujours faire mieux que nous, c'est peut-être qu'il y a une raison. Je pense que les constructeurs européens ont tous la capacité de se battre à armes égales avec la Chine et de montrer en récupérant ce retard, qui sont capables de produire d'offrir des camions qui sont très largement supérieurs en capacité par rapport à ceux aux Chinois. Peut-être qu'ils mettent moins de temps à réfléchir et à mettre en acte ce qu'ils disent. Ils passent peut-être moins de temps sur des tribunes et des tables rondes à discuter de qui paiera la facture verte. Et ils agissent. Tariel. Il n'y a pas de constructeur. Ils sont en train de bosser. Tariel. Vous vouliez réagir ?
Non. Oui, je voulais réagir effectivement sur le thème là qui est à mon avis essentiel de la révolution qui est en train de se passer dans le monde du transport et de la logistique. La question de la réglementation qui est en place et probablement il y a quelque temps déjà l'idée que l'État ne pouvait pas intervenir et devait rester agnostique sur les différents choix énergétiques. En fait, on démontre quelque part maintenant que, en fait, il fallait faire un choix. Il faut faire un choix. Si on veut industrialiser, il faut faire un choix. Il faut protéger les constructeurs européens. Il faut protéger les transporteurs qui sont en ce moment et depuis toujours, du reste, relativement faibles au niveau économique et qui souffrent plus que jamais et qui n'ont pas les capacités de pouvoir faire tous ces investissements. Et il faut bien se rendre compte qu'on est devant une révolution qui va transformer de manière majeur le monde du transport tel qu'on l'a fait jusqu'à présent et où on s'est reposé sur le diesel dans nos cuves et où on n'a pas bougé depuis une bonne centaine d'années. Donc ça veut dire quoi? Qu'on arrête de soutenir le baissant quoi, et qu'on mette les aides sur l'électrique. Quelque part, effectivement, il faut faire des choix technologiques. Il faut continuer effectivement à décarboner grâce à des biocarburants de tous ordres, baissant, HVO et gaz. Mais les investissements, ils doivent être fléchés pour aller dans le sens du futur, de permettre aux industriels français de pouvoir continuer à produire, français et européens, à produire des véhicules, et aux transporteurs de pouvoir se doter d'engins de nouvelle génération et de transformer ce parc. Et là, je pense que le parc, lui, est à peu près mûr. Les constructeurs sont là, je veux dire, les véhicules, on en a parlé, ils sont disponibles. Je pense que la question qui arrive maintenant, c'est la question des infrastructures. Les gros investissements que nous aurons apportés dans les années à venir, ce n'est pas tellement le véhicule. Je suis convaincu qu'il y a encore des marges à faire sur la partie véhicule parce qu'il y a moins de pièces, les chaînes de montage ne sont pas complètement mûres. On produit sur les mêmes chaînes des véhicules thermiques et des véhicules électriques. Quand on va basculer sur l'électrique, on va rendre le véhicule moins coûteux. C'est un peu comme quand on change ses fenêtres à la maison. À un moment donné, on économise sur les OPEX parce que on dépense moins d'énergie. Donc voilà, ce chemin-là, je pense qu'il commence à être sérieusement en route. Là où on aura besoin d'argent et d'investissements majeurs, c'est sur les infrastructures. C'est lié sur de la haute puissance, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a fait des bornes de recharge à 22, 40, une centaine de kilowatts. C'est plus ça l'avenir. L'avenir, c'est du... Entre 600 et 1 mégawatt. C'est bien ça, exactement. Que ça soit principalement aussi sur les dépôts. N'oublions pas que... charger sur les dépôts, ça évite le chrono de tourner et donc les kilométrages, les horaires des conducteurs, etc. Il faudra aussi des infrastructures en itinérance et c'est là qu'il faut porter notre attention sur la réindustrialisation de ce secteur lié principalement à une question énergétique et qui va vers l'électricité. Voilà ce que je pense qu'il ne faut pas louper et effectivement peut-être moins se perdre en conjoncture sur les plateaux mais plus d'action sur le terrain parce que mine de rien aujourd'hui on a 0,3% du parc de véhicules qui est là et c'est trop peu. D'autres pays ont soutenu de manière plus forte ces questions-là, je pense aux Norvégiens et le parc de véhicules a avancé beaucoup plus rapidement et pourtant ils ont du pétrole. Y a-t-il des questions cette fois-ci? Oui. Un micro, s'il vous plaît. C'est ici que ça se passe. Au premier rang. Là. Bonjour. Oui, bonjour, l'officiel des transporteurs. La question, c'est qui paiera la facture verte? Aujourd'hui, une grande partie du budget de l'État est financée par des carburants fossiles. Imaginons qu'on va switcher sur des carburants électriques. Je vous vois venir. Carburants. Donc, jamais on aborde comment va évoluer la fiscalité sur l'électricité pour compenser ce qu'on ne va pas gagner sur les carburants fossiles. Alors, je me fais le porteur d'une question qui a été posée par Olivier Gantois de l'UFIP, qui pose chaque année la même question. Guillaume de Corzan, vous allez bien taxer un moment l'électricité quand elle va se généraliser pour récupérer les 20 à 30 milliards de TVA sur... J'aurais évidemment pas de position gouvernementale validée à vous partager. Donc évidemment pour le fonctionnaire, c'est la partie désagréable où je suis un peu langue de bois. Je reconnais... Enfin, un point sur lequel je peux tout à fait, en tout cas, m'engager
il y a un enjeu de visibilité à donner, parce que les acteurs aujourd'hui font des investissements avec tel et tel prix de l'énergie, tel et tel prix de chacune des motorisations et tel coût à l'achat. Et donc, ça, c'est un truc qu'on ne recommande évidemment jamais aux exécutifs, c'est de dire, tiens, là, demain, changez le truc. On dit, il faut changer, il faut mettre une trajectoire. C'est ce que la SNBC essaie de faire. C'est ce qu'il y avait en théorie Stratégie sur le déremboursement de la TICPE. Et c'est ce qu'il faudra faire, effectivement. Se posera la question de l'équilibrage du budget de l'État. C'est ce qu'il faudra faire à un moment avec ce changement de composition du parc énergétique. Je suis désolé, c'est le plus punchy que je peux faire dans mon jeu de contraintes institutionnelles. On vous comprend, votre position n'est pas la plus simple. Clément Moulison. 2 éléments. Alors, déjà sur la question qu'on ne pose jamais, c'est peut-être la question qu'on nous pose tout le temps. J'ai pas fait une table ronde, j'ai pas fait une réunion sur ce sujet sans qu'on me dise oui, mais Bercy va vouloir récupérer l'argent. Et certainement que Bercy, comme toujours, et c'est normal, c'est son rôle, aura un grand nombre d'idées. C'est normal, c'est à ça que le ministère en partie sert. Ensuite, qui paiera la facture verte, mais qui paye la facture brune du pétrole aujourd'hui? Notre dépendance aux énergies fossiles, c'est 50 à 70 milliards d'euros par an. Et c'est largement subventionné, ce qu'on oublie. Et aussi sur une partie des carburants. Sur la guerre en Ukraine 2022, on est passé à 122 milliards d'euros. Et là, on a une crise qui est globalement, qui a à peu près les mêmes dynamiques que celle du déclenchement avec la guerre en Ukraine, légèrement au-dessus. Ah pardon, mais je pense que collectivement, le pays se passerait bien de devoir payer cette facture-là. L'électricité est taxée. On a l'impression qu'il n'y a que le pétrole qui est taxé dans ce pays, mais l'électricité est taxée. Elle l'est. Et on y contribue. On contribue déjà à la transition énergétique en tant que consommateur d'électricité. C'est une bonne chose. Donc évidemment, il faudra qu'on regarde. Mais n'imaginons pas qu'on aurait un piège à transporteurs dans lequel on mettrait tout le monde vers l'électrique et tout d'un coup, hop, le couperet tombe. C'est pas vrai. Les transporteurs qui sont à l'électrique payent déjà des taxes. Et après, il faudra regarder de façon spécifique ce qui est possible de faire pour faire en sorte que, oui, on aille quand même vers du transport qui soit de moins en moins cher. Ça serait quand même idéal pour tout le monde, mais avec des marges qui ne faiblissent pas pour autant pour les transporteurs. Guillaume de Corzan. Par ailleurs, je ne vois pas un scénario où après 2030, un politique se dirait tiens, il faut calibrer les taxes de telle manière qu'à la fin, le thermique soit moins cher que l'électrique. Ça me paraît complètement un non-sens absolu. J'ose espérer qu'à ce moment-là, il y aura plein d'administrations qui lui diront que c'est une bêtise. Christian Rose, ce sera le mot de la fin. Oui, non, mais je pense que l'Inspection générale des finances a commis l'an dernier un excellent rapport sur le sujet pour se projeter en 2030 et au-delà sur la baisse des recettes de TICPE, enfin axée sur les carburants, effectivement, sur les moyens de compenser cette perte avec différentes options, notamment figure celle de la fiscalité de l'électricité. Il y en a d'autres. Il y a aussi la création d'une taxe sur les redevances infrastructures. Il y a des tas de, comme le disait Clément, vous ne demandez pas d'imagination sur le sujet. Il y a une grande inventivité à Bercy, c'est vrai. Voilà. Donc, mais moi, je rejoindrais volontiers ce que disait Tariel. Je crois que personne ne doute aujourd'hui que l'atterrissage, ce sera l'électrique. Bon, c'est clair, et il faut s'y tenir très, très clairement, et que le véritable enjeu, en vérité, derrière cette question, c'est pas tant un enjeu environnemental qu'un enjeu industriel. Je pense que c'est là aujourd'hui, on a perdu notre industrie textile, notre sidérurgie pourrait se porter mieux, la chimie pourrait se porter mieux. Il ne faudrait pas que l'automobile, dans son ensemble, subisse le même sort. Donc on a tous intérêt, effectivement, à ce que, collectivement, je dirais, nous soutenions, je dirais, le déploiement de l'électromobilité. Mais ceci étant, on n'a pas de dogmatisme, ni d'idéologie par rapport à une énergie ou par une autre, c'est par rapport aux usages qu'on se prononce. Très clairement, demain, si on nous met sur le marché des véhicules électriques qui correspondent effectivement à nos usages en termes de performance, en termes de poids, en termes de capacité d'import, en termes d'autonomie, en termes de prix, on ira bien évidemment. Mais si je prends nos secteurs d'activité, les véhicules porteurs, aujourd'hui, c'est un peu le parent pauvre. Chez les constructeurs, parce qu'ils ont fait des choix européens, ils s'adressent à un marché le plus large possible, c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, est-ce normal, effectivement, qu'une entreprise d'un grossiste, en l'occurrence, que je ne citerai pas, convaincue effectivement que l'électrique, il doit y aller, faute de trouver une offre à sa demande, effectivement, se fasse construire ses propres véhicules. Ça montre la volonté, le volontarisme d'y aller, mais c'est pas logique. Demain, il faut absolument qu'on lui offre sur le marché des véhicules adaptés à ses usages. Et il ira volontiers, bien évidemment. Ces véhicules-là, pour vous, c'est quel tonnage pour qu'on ait une idée? C'est du 14, entre 14 et 19 tonnes. Voilà, et là, il y a
un vrai besoin. D'accord. Pourtant, vu de l'extérieur, parole de journaliste, le secteur de la construction de camions a l'air de s'être mieux préparé à l'avenir que le secteur de la construction automobile. Bon, peut-être que je me trompe. Et en tout cas, les entreprises ont l'air moins fragiles que les entreprises de construction de voitures qui, à force de taper sur le SUV de 2 tonnes, a peut-être oublié la clientèle qui sera peut-être comblée par le marché chinois. Merci, mesdames, messieurs, d'être restés jusqu'au bout. Demain, j'aurai 2 débats, à la fois sur la transition énergétique du secteur du transport et de la logistique et de l'électrification. Merci, à demain. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen.